D'abord, il faut comprendre pour mieux structurer la chose que, au départ, le FCC, bien sûr avec Joseph Kabila en tête, ne voulait pas laisser le pouvoir. Leur souhait, c'était de le conserver. Et bien sûr, c'est l'idée de tout parti politique. Mais c'était de le conserver de manière que ça ne soit pas un pouvoir qui soit légitimé par la volonté populaire. Et ce fait même que les élections aient imposé en 2018 qu'il y ait un écartement du pouvoir du FCC au niveau de la magistrature suprême par la volonté du peuple, a fait que Joseph Kabila avait placé plusieurs pièges qui le permettraient de pouvoir entrer au pouvoir quand il le voulait. Premièrement, il avait articulé de manière claire qu'il fallait avoir une main mise sur la CENI. C'est comme ça qu'il y a eu cette bataille pour qu'elle soit dirigée par Ronsard Malonda, rappelez-vous. Ensuite, il y a eu l'étape de la Cour constitutionnelle où il y avait un plan pour que le procureur général de cette Cour puisse porter une accusation envers le chef de l'État et que cette Cour puisse ainsi le défaire. Rappelez-vous très bien de toutes les positions qu'il y a eu dans ce sens-là à l'époque au niveau de la majorité parlementaire qui était portée par le FCC. Dieu merci, le président Luamba de l'époque, paix à son âme, avait décidé d'être un républicain et a dénoncé cela et a démissionné. Et du côté du Parlement, les députés qui sont représentants du peuple ont suivi la voix du peuple et ont dit non à cette machination. Et c'est ainsi que l'union sacrée est venue, parce que même au niveau du gouvernement, la position était claire, il fallait s'aborder les réformes du président de la République. Et bien au-delà de ça, de ces gestes qui avaient échoué, il était maintenant question de réactiver le 1-23 qui était une cellule dormante, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut comprendre ça dans ce sens-là. Raison pour laquelle il y a eu cette résurgence du 1-23 qui a commencé petit à petit à prendre du terrain depuis Bunagana jusqu'à aujourd'hui à Bukavu et à Goma. Donc, l'armée rwandaise a occupé notre territoire parce que c'était un plan bien établi pour déstabiliser le pouvoir. Mais malheureusement, Paul Kagame ne s'attendait pas, lui et ses autres complices, notamment l'ancien président de la République et les sociétaires de son regroupement, ils n'avaient pas compté sur la diplomatie du chef de l'État. Une diplomatie agissante qui s'est appuyée non seulement sur le plaidoyer porté au nom de la République démocratique du Congo pour décrier à la face du monde que le Rwanda était en train d'agresser notre pays, mais de l'autre côté aussi, les Nations Unies ont fait un travail grâce aux experts qui ont démontré réellement que c'était l'armée rwandaise qui attaquait la République démocratique du Congo. Ainsi mis en difficulté, Kagame était obligé de pouvoir retenir ses troupes, donc il fallait qu'il y ait un visage congolais à cette agression. C'est ainsi que Corneille Nangaa va rentrer dans le jeu, ensemble avec tous les autres, notamment Bissimois, pour congoliser l'affaire. Et la plupart des cadres du PPRD, dont certains proches, même parents de Joseph Kabila, ont été ceux qui ont gonflé les rangs politiques de l'AFC M23 que Nangaa a eu et est encore en train de diriger. Et donc, une fois que ces Congolais-là ont congolisé l'affaire, ils avaient deux missions. La première mission, c'était, par un discours, de pouvoir convaincre le peuple congolais à suivre cette aventure militaire, raison pour laquelle vous avez vu Nangaa changer le discours. D'abord que les Banyamulenge étaient ostracisés dans leur pays, mais les Banyamulenge ont pris la parole pour dire que ce n'était pas le cas. Très vite, ils ont changé de discours pour dire non, c'est plutôt les Baswahili en général qui sont ostracisés. On a décousu ce discours-là. Et puis, ils changent encore pour dire que le plus grand problème, c'est que la victoire de 2018 avait été un leurre politique. On a démontré que c'était faux. Et il a encore changé pour dire finalement que c'est parce que le Congo ne vit pas bien avec ses voisins. On a démontré que c'est plutôt avec nos 8 voisins, nous sommes bien. Il n'y a qu'un seul qui nous agresse parmi les 9. Donc tous les discours n'ont pas donné d'écho dans l'opinion publique congolaise. Ce qui a fait que
même cet aspect-là est tombé. La deuxième mission, c'était, une fois que les RDF ne pouvaient plus, à cause de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, pénétrer en profondeur dans notre territoire pour poursuivre l'aventure militaire, il fallait nécessairement recruter pour Joseph Kabila et pour le M23 et l'AFC. Ce qui explique que dès que Kabila arrive dans la partie est de notre pays, après avoir tenu ces 2 sorties médiatiques où il appuyait les propos du M23, et d'ailleurs on se rappellera que Kikaya Bin Karoubi a tenu une interview à New York où il a dit que les aspirations du M23 AFC étaient les mêmes que ceux portés par le camp de Kabila. Malheureusement, avec les moyens mis à disposition pour Nanga, notamment par Kabila, qui était le principal parrain ensemble avec Kagame de cette affaire, ils vont se rendre compte que Nanga les a leurrés parce qu'à Bunagana, ils n'ont pas trouvé les 12 000 hommes espérés. Donc, étant donné que tout ça n'avait pas marché, il fallait alors casser la diplomatie du président de la République. Alors, il y a eu une vague de déstabilisation au niveau de New York, de Bruxelles, de Paris, contre les actions diplomatiques du président de la République et même au niveau des pays de la sous-région. Rappelez-vous de la déclaration du président Kabila où il a demandé aux troupes de la SADC de quitter l'est de la RDC. Et ce discours a été relayé par un des partenaires de tout ce mouvement, c'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Mais tout cela aussi n'a pas marché. Alors il fallait compter sur les cellules dormantes qui sont à Kinshasa. Rappelez-vous, Corneille Nangaa avait très bien dit lors d'une sortie de presse que le 30 juin 2025, nous allons être à Kinshasa. Comment allait-il faire? Parce que géographiquement, c'était impossible en 2 mois de quitter Goma jusqu'ici à Kinshasa. Donc il comptait d'une part sur les généraux qui étaient déjà achetés par eux, mais qui grâce aux services de renseignement militaire et de la police, et même civils, ont réussi à être démantelés et aujourd'hui ils sont mis à disposition devant la justice militaire congolaise. Et d'autre part, ils ont compté sur les cellules dormantes qui aujourd'hui, nous sommes en train de le constater, sont en train de créer le désarroi dans la ville de Kinshasa avec l'insécurité qu'on connaît, mais la police est en train de les traquer. C'était des cellules, c'était des gens bien enregistrés pour que si les généraux frappent au sommet de l'État et qu'eux puissent répercuter le désordre pour créer un chaos à Kinshasa et à Lubumbashi. Tout était prévu. Malheureusement, ce plan aussi n'a pas marché. Alors la seule solution pour eux maintenant, c'est de pouvoir rentrer au pouvoir par le dialogue. Raison pour laquelle il y a eu ces assises de Nairobi. Dans tous ces calculs, vous allez vous rendre compte qu'aucunement le peuple n'est pris en considération. C'est des gens qui veulent à tout prix être au pouvoir en bafouant tout ce qu'il y a comme processus démocratique. Donc, ça prouve que ce groupe d'individus bafoue non seulement la Constitution, mais aussi le pacte républicain qui a été signé par les Congolais lors des accords de Sun City, qui aujourd'hui est le socle de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Et ce qui est étonnant encore, et je vais vous expliquer pourquoi le président de la République dit que nous devons parler oui, il est prêt à parler oui, mais avec ceux qui vont condamner le Rwanda. Vous avez suivi, monsieur le journaliste, comment est-ce que les assises de Nairobi se sont déroulées. Et parmi les prises de parole, il y a eu monsieur Moïse Nyarugabo qui a pris la parole pour dire qu'il est fier d'être Tutsi, il est fier d'être Nyamulenge, ils sont des Congolais, personne ne conteste ça, mais que Félix Tshisekedi était parmi ceux qui sont en train d'ostraciser cette ethnie de notre pays. Mais je vais vous faire réfléchir, mes chers compatriotes. Félix Tshisekedi prend la parole, c'était en Europe, pour dire que les Nyamulenge sont des Congolais. Ils sont une ethnie comme toutes les autres ethnies de la République démocratique du Congo. On en compte plus de 400 dans notre pays. Et qu'ils doivent bénéficier de tous les avantages, de toutes les possibilités d'évolution que les autres ethnies de notre pays bénéficient, comme moi je suis de l'ethnie Sakata. Mais Moïse Nyarugabo trouve le temps d'attaquer ce président qui a dit que lui, Moïse Nyarugabo, qui a confirmé que lui, Moïse Nyarugabo, est congolais et qu'il a droit à tout ce dont moi aussi, Moussa Kata, j'ai droit dans ce pays. Mais il a du mal
a attaqué Paul Kagame, qui depuis 1996, je dirais 1996 pour que tout le monde comprenne, je ne parlerai pas de 96. Depuis 1996, Kagame attaque la République démocratique du Congo. Par l'AFDL, par le RCD, par le RCDN, par le RCD-KML, par le M23-1, le M23-2 et cette fois-ci par le M23-3 et l'AFC ainsi que son armée sur notre territoire. Partout où passe Kagame, quel est le langage qu'il utilise? Ce n'est pas moi, ce sont les Tutsis congolais qui attaquent leur propre pays. Partout où les sbires de Kagame parlent, ils disent ce n'est pas le Rwanda qui attaque, ce sont les Tutsis congolais qui attaquent leur propre pays parce qu'ils sont marginalisés. Mais une personne étrangère qui utilise votre visage, qui utilise le nom de votre ethnie pour attaquer votre propre pays, vous ne l'attaquez pas, vous ne la condamnez pas. Mais c'est plutôt le président de votre pays qui vous défend que vous prenez le courage d'attaquer. Alors une simple question se pose. Où se situe la loyauté de toutes ces personnes? Maintenant vous comprenez pourquoi Félix Tshisekedi dit, avant de parler avec qui que ce soit, qu'il condamne d'abord le Rwanda. Les gens trouvent ça comme un acte dérisoire, mais l'important c'est justement ça. Parce que ça servirait à quoi de parler avec les Congolais qui seraient des têtes de pont d'un étranger qui à chaque fois a souhaité déstabiliser le Congo. D'où l'importance de pouvoir nous rencontrer en tant que Congolais, oui, mais aussi de pouvoir condamner celui qui nous agresse. Aujourd'hui, le Congo est en train de trouver des amis qui continuent à l'accompagner dans la paix, notamment la France qui a appelé cette conférence humanitaire. Nous saluons cela. Mais à titre personnel, nous disons que les actions humanitaires sont importantes, oui, parce que nous avons plus de 7 millions de déplacés internes dans notre pays à cause de cette agression. Mais les actions humanitaires ne sont que comme un pansement qu'on met sur une plaie. Le vrai problème, c'est que nous attendons de la France et de tous nos partenaires, c'est des sanctions, c'est des actions contre le Rwanda. C'est vrai que la France a déjà eu à prendre clairement position au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous nous en félicitons. Mais il faut aller au-delà. La même détermination que la France a pour défendre le territoire ukrainien, c'est la même détermination que nous attendons pour le cas de la République démocratique du Congo qui est agressée par le Rwanda. Donc faire une conférence humanitaire, c'est bien, mais aller au-delà pour réellement attaquer le fond du problème, c'est ce qui est plus important. Donc pour finir, pour clôturer ce chapitre, je vais clairement dire aux Congolaises et aux Congolais que ceux qui se sont retrouvés à Nairobi, qu'ils s'appellent aujourd'hui Sauvons le Congo, un concept d'ailleurs qu'ils ont dupliqué de l'archibishop Coutinho Fernando, sont en réalité la branche politique des RDF, c'est-à-dire du groupe de Paul Kagame. Ils sont aujourd'hui la branche politique qui a l'ambition de concrétiser la vision expansionniste du pouvoir de Kigali en République démocratique du Congo. Ayant échoué à mettre la main sur l'ensemble de notre territoire via l'armée, ayant échoué tous les plans que je viens de décrire ici, la décision est maintenant prise pour que ces proxys de M. Paul Kagame, qui sont aujourd'hui ces personnes qui se sont réunies à Nairobi, qui aujourd'hui s'est établie, sont la branche politique des RDF, ont la décision de revenir au pouvoir, mais sans tenir compte du peuple. Parce qu'ils auront toujours du mal à condamner leur vrai parrain, parce que c'est l'autorité morale de leur regroupement politique. Ils sont une branche politique des forces militaires rwandaises. Et donc le plan qu'ils veulent ici, c'est continuer à faire exister la main de Kagame sur la République démocratique du Congo. Et cela, ça ne passera pas tant que nous autres nous sommes là. Soit ils font un mea culpa, soit ils seront en dehors de ce pays, parce qu'ils sont des Congolais vendus, des Congolais qui ont subi un lavage de cerveau et qui sont à la merci d'un tyrannique qui veut déstabiliser notre pays.